Alors, on a retenu également l'album de Tante Lise, qui est écrit par Caroline Soudan. Alors, ça commence comme une histoire assez banale d'une tante, vieille fille, un peu revêche, dont on ne sait rien et à laquelle on ne s'intéresse pas. Les personnages un peu à la Simon. Et puis, finalement, qui va s'avérer pas du tout ce qu'on imagine qu'elle est. Et c'est sa nièce, donc, qui, à la mort de cette tante, va un peu fouiller chez elle parce qu'elle cherche des informations sur son père qu'elle a pas connu parce qu'il est mort d'un accident de voiture alors qu'elle était très très jeune. Et il y a une révélation qui va vraiment lui péter à la figure à travers une photo et une lettre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette révélation va lui apporter des choses, effectivement, non seulement sur sa tante Lise, mais surtout sur son père et même sur sa mère. Euh, c'est formidable parce que c'est écrit très sec, très cru, c'est pas sentimental, il n'y a pas un mot de trop. Voilà, donc c'est concis, simple, droit au but, et ça interpelle en même temps le lecteur. La narratrice s'adresse au lecteur voilà, qui s'implique dans cette histoire. Et en plus, il y a une chute qui est intéressante parce qu'elle laisse au lecteur la possibilité d'imaginer ce qui va se passer après. Et voilà, ça fait déjà pas mal de qualité. Sa photo dans le journal commence par la description d'une photo de mariage. Une de ces photos qu'on connaît tous, avec la mariée dans sa belle robe blanche, le marié sur son 31, la famille souriante tout autour. Cette photo, nous dit-on, elle a été prise une seconde avant que tout ne bascule. Et tout va basculer à cause d'une autre photo. Une photo parue des années et des années plus tôt dans le journal. Une photo qui révèle un drame terrible survenu dans cette famille. Je ne vous en dirai pas plus, c'est à vous de le découvrir en lisant cette nouvelle écrite dans un style simple, efficace. Alors, bonne lecture. Alors moi je parle du texte Une vitre baissée de Ahmed Belaïdi. On est dans une voiture sur une route du Nord. La voiture traverse des villages, tous pareils. Il fait doux sûrement, ils ont passé la journée ensemble, ils rentrent. Tout est calme, paisible. La passagère baisse la vitre et elle parle, alors même que le narrateur ne cherche plus à savoir. Des années plus tard, il retrouve une vieille photo en noir et blanc. On y voit une petite fille qui sourit. C'est une trace infime, peut-être trompeuse, une pause dans le malheur, comme dit l'auteur. C'est un texte léger, comme les mots qui s'envolent, bienveillant, sensible et poétique, comme un sourire. Victoria Forever. Sur la photo, il y a 5 beaux jeunes hommes. Dommage que ce soit des collabos. Et dommage que la protagoniste découvre qu'elle est peut-être fille d'un viol quand sa mère était prisonnière pendant la guerre. C'est une histoire qui m'a touchée parce que en 2 pages, il y a beaucoup d'informations et un retournement de vérité assez impressionnant et avec un espèce de coup de théâtre, donc une histoire dans l'histoire. Et j'ai trouvé que de faire ça en 2 pages, c'était vraiment remarquable. Bravo! J'ai trouvé que le texte était très imagé, qu'il y avait une vraie progression vers la chute, que c'était triste, et j'aime bien les histoires tristes, moi, de toute façon. Donc, bravo. Il y a la répétition que j'aime bien, des cheveux bien plaqués, comme ça on voit très très bien le personnage principal. Et ça, c'est plutôt très bien fait. Voilà. Les cheveux bien plaqués. Au milieu des fleurs de courgettes exsangues sur la table inondée de soleil, je la vois qui pose la bouteille de whisky un peu brutalement et commence à agiter son unique main valide. Je tremble un peu. J'ai 7 ans. Je la regarde de tous mes yeux. Elle dit « Je veux pas y retourner. J'y retournerai pas. C'est comme ça, là-bas, ils sont tous fous. Il y en a même un qui me touche les fesses quand on m'aide à monter dans le camion. » Sa sœur lui hurle
Tu iras, tu m'entends? Tu remonteras dans ce foutu camion. Qu'est-ce que ça te fait, une main sur les fesses? Est-ce que t'as seulement les moyens de faire ta délicate? T'es comme eux, n'oublie jamais. J'en ai marre de te voir traîner ici avec ta bouteille de whisky, espèce de vieille alcoolique. Personne ne veut plus de toi, personne n'a jamais voulu de toi. L'oublie jamais. Alors tu y vas, tu montes avec eux, avec les fous. C'est comme ça où je t'enlève la bouteille. Je retiens mon souffle. C'est comme si tout l'air de la cuisine était concentré soudain dans mon ventre. Je la regarde, ses yeux cavalent, apeurés. Elle attrape vite la bouteille de whisky et elle pleure. Non, non, s'il te plaît, ne m'enlève pas ma bouteille, t'as pas le droit. Elle la serre contre son cœur en pleurant. Je la regarde, son bras immobile en équerre, collé tout contre sa poitrine, avec ses cheveux bien plaqués sur le côté droit. Son visage est lisse. Quel âge a-t-elle? 35, 47, 10 ans? Je ne sais pas. Qui pourrait le savoir quand elle clame un peu crânement qu'elle a 7 ans, comme moi, et que l'entier de son corps porte la lourdeur de dizaines d'années. Sur la photo, elle est au milieu, les cheveux bien plaqués. Elle tient sa petite sœur, celle-là même qui lui crie de monter dans le camion avec les fous, et son grand frère, au regard fixe et au crâne démesuré. Elle est là, au milieu, la main sur le front de l'ourson en peluche, la douceur sous ses doigts et la tristesse jusqu'au fond des yeux. Elle a peut-être 7 ans, peut-être un peu plus. Est-ce que c'était avant ou après? Je détaille la photo, mais les visages gardent le silence. Pas un bruit, plus une voix. C'est à peine si j'entends les battements de mon cœur. Pourtant, je me souviens de tout. Dans cette cuisine, je regarde autour de moi et tout me parle. Il y a ces voix qui m'arrivent en bloc, en vrac, qui se superposent, qui se lient, qui se délient, qui m'envahissent, qui me recouvrent, qui me torturent, qui me bercent. Des voix comme des ronds de fumée, des courbes de seins, des rubans de vaisseaux sanguins, des cheveux bouclés, des cordes au cou, des nœuds de galère, des nœuds lymphatiques, des nœuds sinusaux, des nœuds de calice, des flèches dans le cœur, des couteaux dans le ventre, des lames affûtées. Elle est là, soudain, assise à côté de moi, elle caresse mes cheveux. Elle pleure doucement. Ils sont doux tes cheveux? Est-ce que tu veux venir écouter la radio avec moi? Oh, il est si beau l'animateur. Un jour je le rencontrerai. Sa sœur recommence à hurler. Mais arrête, stupida, tu ne rencontreras jamais cet animateur. Viens là plutôt que je te prépare. Allez, dépêche-toi. C'est pas possible une empotée pareille et dire que je dois encore m'occuper de toi 50 balais. Et je la regarde attraper un peigne et plaquer d'un seul mouvement les cheveux de sa sœur sur le côté droit de son crâne. Elle continue de pleurer silencieusement et elle répète « J'ai 7 ans, moi, j'ai 7 ans. Et je veux pas aller chez les fous. Je veux rester là avec ma bouteille, à écouter la radio. Et je veux sortir loin de cet appartement, loin de vous, loin de mon père. » Elle a à peine fini sa phrase que sa sœur lui tire les cheveux si fort qu'elle se met à hurler « Tais-toi! Il est mort, notre père, tais-toi, stupida !» Plus tard, on m'a raconté qu'elle avait contracté une méningite foudroyante à l'âge de 7 ans, que ça expliquait son bras paralysé, sa mémoire comme arrêtée, son alcoolisme, sa bêtise, ses pleurs. Plus tard, on m'a raconté que son père venait dans sa chambre chaque nuit, lourd d'alcool, lourd des cris de sa femme qu'il avait pourtant menacée d'un couteau pour qu'elle se taise. À la fin, c'est pas possible une bonne femme pareille. On m'a raconté son corps si lourd sur son corps d'enfant. Et que peut-être c'était pour ça, quelque part autour de ses 7 ans, qu'elle avait décidé de faire taire toutes les voix en elle. Avant de passer la porte de l'appartement ce jour-là, elle s'est retournée vers moi et puis elle m'a lancé dans un sourire complice. « C'est pas parce que je suis moche avec ses cheveux plaqués que je suis stupida. Tu le diras aux autres, hein? Tu leur diras. » J'ai beaucoup aimé votre nouvelle Mignon et Diviné. Sa finesse, son humour délicat, ses faux airs de roman naturaliste qui savaient si bien décrire les disparités sociales, sa chute où rien n'est dit, bravo, merci de faire confiance à vos lecteurs. Et puis cette gamine facétieuse qui, avec une discrétion absolue mais d'une manière radicale, venge l'affront fait à ses parents. Il y a souvent un déclassé, un provincial avec ou sans guillemets derrière un artiste. Je parie que cette petite en deviendra une. Mignon et Diviné. Ces deux-là s'étaient connus sur les bancs de l'école primaire, après la guerre.
On raconte que Pierre Mignon sauva de la noyade Charles Divinet pendant un camp de vacances organisé par le curé de la paroisse. Pierre n'avait pas hésité à sauter dans le lac tout habillé pour venir en aide au pauvre Charles qui ne savait pas nager. Mignon, héros d'un jour, reçut des parents de Charles une immense corbeille de friandises. Elle fut engloutie prestement, la famille Mignon étant peu habituée à de telles douceurs. Aujourd'hui, les deux hommes habitent encore la même ville. Les Bourguignons restent souvent fidèles à leur région natale. Pierre, ouvrier à l'usine, transpire devant les hauts fourneaux, Chantal, sa femme, est mère au foyer. Leur fille, Sophie, 13 ans, bonne élève, est aussi la vedette de son club photo. Ses clichés d'une grande maturité ornent les murs de la salle des fêtes. Charles Divinet, quant à lui, a repris la pharmacie familiale. Les affaires marchent bien. Sa femme, Béatrice, ne travaille pas. Sujette à l'embonpoint, elle consomme une quantité considérable de citron pour garder la ligne et dévalise les rayons beauté de la boutique de son mari. Le seul regret du couple est l'absence d'un petit Divinet. Chaque été, Charles et Béatrice partent pour des excursions lointaines. Seuls les notables de la ville ont ce privilège. Charles se doit de ne pas oublier celui qui lui a sauvé la vie. Son épouse renacle un peu. Ces gens sont gentils, certes, mais la conversation laisse à désirer. N'est-ce pas, mon chéri? C'est pourquoi les Divinet reçoivent les Mignons 2 fois par an. Une première fois, le 2 janvier, pour fêter la nouvelle année, et au retour des vacances d'été, le 3 septembre. Cette soirée est l'occasion de réunir les 2 familles pour une projection diapositive. Ce soir-là, les 3 Mignons, sages et disciplinés, voient défiler les meilleurs souvenirs estivaux des Divinet 2 heures durant. Béatrice en dos nu au bord de la piscine en Espagne, les pots de lauriers en fleurs, les chemins de randonnée des Alpes du Sud, le petit restaurant si charmant à Collioure. Au retour de la soirée, Chantal Mignon n'est plus la même. Sa jovialité s'est envolée. Elle, si bonne à l'ordinaire, ne supporte pas la jalousie qui frappe à sa porte. Les Mignons ne partent jamais. Leurs maigres économies dorment chez l'écureuil pour payer les futures études de leur fille. Les pique-niques dans la campagne bourguignonne sont leur lot de consolation. Sophie, elle, est ravie. Elle photographie à l'envi toutes les beautés que la nature lui offre pendant que ses parents, pour tromper l'ennui, font la sieste sur leur couverture à carreaux. Pendant les fameuses projections chez les Divinet, Sophie, attentive, engloutit des chips en se disant qu'elle aurait fait beaucoup mieux en matière de cadrage. Chantal Mignon, elle, reste silencieuse. Le clic-clac de la manette qui fait défiler les diapositives titille son envie. Pierre, son mari, sait qu'en rentrant, elle sera d'une humeur boudeuse. Il la comprend et se sent coupable de ne pouvoir lui offrir mieux. Certains nantis sont ainsi. Ils n'ont pas la délicatesse de garder pour eux seuls les moments de bonheur que procure leur richesse. En faire étalage fait partie du plaisir. Sophie, du haut de ses 13 ans, l'a bien compris. 3 septembre 1978. Les Mignons se rendent chez les Divinet. Là-bas, on prend l'apéritif, du vin blanc d'Italie et des petites pizzas. Cette année, les Divinet ont visité Rome, Florence et Pise. Le bronzage encore frais de Béatrice est exhibé sans modération. Les chariots de diapositives sont prêts et l'écran blanc est déroulé. Pendant que les adultes trinquent, Sophie déambule, on l'oublie. La projection commence. Chacun a pris sa place habituelle dans le vaste salon. Sophie, assise au pied de sa mère sur le tapis touffu, avale la dernière pizza. Tous les monuments romains, florentins défilent, un vrai cours d'histoire. À Pise, Madame Divinet pose. Par un effet d'optique, elle semble soutenir à elle seule la tour à bout de bras. Sophie se dit que pour une fois, un peu de fantaisie ne fait pas de mal. Clic-clac, sur l'écran s'affiche soudain une image pour le moins incongrue. Un sous-bois en automne qui n'a rien de romain, un monsieur Divinet en survêtement qui chevauche avec fougue sa jeune Lobarantine. Pendant quelques secondes, le silence est total. Il est bientôt déchiré par le cri strident de Béatrice. Charles tente vainement d'effacer l'image, mais la télécommande ne répond plus. Madame Divinet se rue sur son mari, sur son visage, toute
trace de bronzage a disparu. Sa pâleur est à la hauteur de sa rage. Les verres, le vin valsent sur la table basse et toute l'Italie demande grâce. Monsieur Divinet aussi. Les mignons s'éclipsent, fuyant l'apocalypse. Au souper, chez les mignons, personne n'a d'appétit. Pierre et Chantal sont toujours sous le choc. Sophie déclare en souriant que les pizzas étaient bien bonnes. Ses parents, suspicieux du regard, l'interrogent. Tout le monde sait qu'elle adore les balades en forêt, surtout en automne, quand elle se promène d'un pas léger toujours à l'affût de la moindre apparition. L'automne dernier l'a gâtée. La vie animale à l'ombre des bosquets n'a plus pour elle aucun secret. Elle est heureuse que cette saison revienne. L'automne lui offre chaque année ses plus jolis clichés. Le texte Manon, tout en suggestion, tout en finesse, en caresse, nous raconte une mère, un père, et interroge le deuxième homme. L'amour, le bonheur manqué, peut-être. Manon est une lettre dénuée d'artifice et efficace dans sa narration, que l'auteur a écrite à la surface d'une photographie trouvée dans un sac à main. Le passé revient, sans lourdeur, plutôt en forme de point d'interrogation. Manon. Monsieur, vous nous avez adressé un mot lorsque vous avez appris la mort de notre mère, Manon. Votre adresse figurant au dos de l'enveloppe, je prends la liberté de vous répondre. Ce courrier vous surprendra sans doute, vous dérangera peut-être, tant je vous sais pris par d'importantes responsabilités. Cependant, une forme d'urgence me contraint à vous écrire, car depuis qu'elle nous a quittés, je ne cesse d'y penser. En rangeant quelques-unes de ses affaires, j'ai trouvé dans la poche arrière d'un sac à main une petite photo au dos de laquelle elle a écrit « Fabien Toulon, 1970 ». La photo a donc été prise 1 an avant ma naissance. Sur cette photographie, maman à votre bras est rayonnante dans son petit tailleur d'été. La démarche assurée, le regard tourné vers votre visage, la tête légèrement déportée en arrière, elle semble rire. Vous-même, si proche d'elle, dans l'allure et la joie manifeste, apparaissez sur cette image au sommet de votre âge, beau, décidé, cheveux sombres, regard brillant. Quel contraste vraiment avec cette autre photo dans un album de famille. Sur celle-là, nous sommes en octobre 1971. Mes parents y semblent tristes, ou plus exactement empreints d'une perplexité désolée. Ils tiennent dans leurs bras un curieux bébé coiffé d'une huppe de cheveux noirs, étrange petite fille née brune dans cette famille de blondes. Comme vous le savez, ce bébé, c'est moi, arrivé inopinément dans la famille plus de 12 ans après les 2 aînés. Longtemps, j'entendrai les remarques de proches, plus ou moins bien intentionnées. « Eh ben, dis-moi, tu n'es pas blonde, toi. Avec ta frange, on pourrait croire qu'il allait te chercher en Chine, ton père. » J'ai mis longtemps à comprendre ce qui se disait. Plus tard, j'ai fait de cette différence une fierté. « Oui, je suis brune, ça vous dérange ?» Je me souviens qu'un jour, j'avais environ 4 ans. Mes sœurs ont inventé un drôle de jeu. Les adolescents ont parfois des intuitions assassines. Entendant la voiture de papa se garer dans la rue, elles ont imaginé nous cacher, maman et moi, dans le fond d'une penderie. J'ai adoré l'idée, à me serrer contre elle dans la pénombre, sentir son parfum et celui de ses robes, pouffer de rire sans faire de bruit, elle pouvait être si gaie. Quand papa est entré, elles ont dit « Un monsieur est venu chercher maman et Minou !» Oh, la farce n'a que trop bien fonctionné. Mon père, si maîtrisé d'ordinaire, est entré dans une rage folle, hurlant qu'il allait tout casser. Nous sommes alors toutes deux sorties, penaudes de notre cachette, mes sœurs transformées en statues de sel. Il a claqué la porte et puis quand il est revenu, nous nous sommes toutes tues. À cette époque, vous veniez souvent à la maison. Vous étiez un ami de la famille. Vous m'apportiez un cadeau. Puis vous avez disparu et puis votre nom n'a plus été prononcé. Pourquoi ? Mais je m'égare. Il ne s'agit pas de moi, bien sûr. Revenons à elle, ma mère, Manon, si belle à votre bras, en 1970, dans une rue de Toulon. Dans les années qui ont suivi a commencé la lente chute. On a dit dépression, moi, je dis désespoir. Hospitalisation, camisole chimique, insomnie. Elle a passé de longues nuits à broder de coton vif une nappe de damas blanc. Que cherchait-elle dans l'ombre ?
à retrouver à travers les petits points de croix. Et lui, mon père, rendu silencieux par le malheur qu'il n'avait pas vu venir. Il a mis ses forces et ses quelques économies à tenter de nous sauver de ce désastre. Il a recherché des beaux lieux, des maisons de repos hors de prix entourées de grands jardins où nous allions la voir le dimanche. Elle était parfois si loin qu'elle ne me reconnaissait pas. J'ai appris plus tard les traitements brutaux qui la laissaient à garde pendant plusieurs jours. Ah, certes, la fragilité était là depuis longtemps, dans son regard, ses élans si brusques et ses retraits incompréhensibles, mais enfin, que sera-t-elle devenue, monsieur ? Si ce jour d'été 1970, dans une rue de Toulon, vous aviez pris sa main pour la conduire ailleurs, dans un autre univers, au cœur de votre vie. Je suis aujourd'hui une femme heureuse et forte. J'ai eu un père formidable. Son intelligence, sa grande droiture me guident dans la vie. Mais elle, monsieur, y avez-vous pensé quelquefois ? Qu'avez-vous fait d'elle, de sa jeunesse, de son amour ? Recevez, monsieur, mes salutations.